Edoui, un mot peut-être, et après on donnera la parole à Étienne pour parler vraiment, le diable étant dans les détails, des aspects très techniques. Tu demandais tout à l'heure notre réaction, ce qui a été important pour montrer sur le crédit du travail de Forbidden avec le Security Lab d'Amnesty et puis un double vérification avec un autre laboratoire, Citizen Lab, qui est au Canada. On a eu la première réaction qu'a dit Léna Higg, mais on a eu une deuxième réaction. On est journaliste, on est curieux, on veut comprendre. Et alors c'était compliqué parce que eux étaient dans le secret, le moment tendu de cette enquête. Ils peuvent pas tout nous dire, ils peuvent pas nous donner des détails, etc. Et donc là, les vérifications techniques qui ont permis de donner une chronologie, de dire c'est sur tant de mois pour Léna Higg, c'était 2019-2020, sur pratiquement une année et demie, avec des plus ou moins grandes intensités. Dans mon cas, avec une précision, c'est 5 juillet, 5 septembre de 2019. Du coup, qu'est-ce que ça permet après ? Ça permet, quand tu as dit donner des visages, ça permet de faire un puzzle, comme toute enquête. Dire, mais qu'est-ce qu'on faisait à cette période ? Où est-ce qu'on était ? Qui on a vu ? Pourquoi à ce moment-là ? Et là, on va retomber sur le fait qu'il y avait un débat, un forum des droits de l'homme au Maroc, dans lequel on était invité, dans lequel on a dit des choses. Et puis, Léna Higg a enquêté sur le chef des services secrets marocains. Et donc, on a pu donner à nos amis de Forbidden des éléments de contexte qui ont permis de travailler et de donner cette chair, en rappelant que cette chair, derrière ça, il y a nos confrères marocains qui sont la cible principale et qui ont été condamnés juste après ou au même moment à des années de prison dans des scénarios iniques et dont toutes les organisations de droits de l'homme. Donc je dis ça parce que on peut la rumeur du monde des services et des défenseurs de ceux qui ont espionné, ça va être de dire mais c'est un listing téléphonique, c'est une nouvelle liste Clearstream, ça ne veut rien dire, etc. Non, il y a tout un travail derrière de vérification technique, on va le voir, etc., et d'enquête, de contextualisation qui a permis, avec y compris des adresses, etc., de permis... De retrouver les dates, le moment et le contexte de ces surveillances. Alors justement, sur les vérifications techniques, je voudrais qu'on y vienne parce qu'on commence à entendre la petite musique, mais où sont les preuves ? On entendra tout à l'heure l'avocat du Maroc qui dit « mais je mets au défi quiconque de prouver cela ». Prenons, et on va entendre Étienne Meignet là-dessus, qui est toujours là et qui n'a encore pas dit un mot. Prenons par exemple le cas de Léna. Les analyses d'Amnesty démontrent qu'on a les dates auquel le logiciel est entré dans ton téléphone et la méthode utilisée. Voilà, ça c'est un tableau qui a été publié par Amnesty. On voit par exemple que ça a pu se faire via un compte iCloud qui revient beaucoup, berger.o79@gmail.com. Je m'adresse à Étienne Meignet. Deux questions. Pourquoi on sait que c'est Pegasus ? Et pourquoi on peut affirmer que là, en l'occurrence, c'est le Maroc qui cherche à cibler Léna ? Alors déjà, il faut revenir sur ce travail. Donc, ça fait plusieurs années qu'on travaille sur la question des attaques ciblées et la question de NSO, et notamment on a commencé en 2018 quand une personne d'Amnesty International, une membre du staff, a été ciblée par un NSO Group, par un client de NSO Group. Et donc sur ces plusieurs années, on s'est posé beaucoup de questions. Comment tout d'abord identifier l'infrastructure, les domaines qui sont utilisés, ensuite comment retrouver des traces spécifiques sur un téléphone. Et donc on a développé une méthodologie qu'on a pu tester sur beaucoup de cas. Il a fallu trouver des premières personnes infectées, retrouver des preuves, et puis petit à petit retracer avec des miettes de pain, un peu comme on chercherait, des traces une information ici, une information là, et retrouver ce contexte. Et donc, par exemple, avec cette méthodologie, avec le consentement de Léna Higg, on a analysé son téléphone, et effectivement, on a retrouvé d'une part des traces de communication avec des domaines qui appartiennent à NSO Group, donc avec des adresses mail, exactement ce que vous avez dit, cette fameuse adresse mail berger O79, qui a toujours des noms assez étranges. Et d'autre part, des traces vraiment d'exécution qu'on retrouve, où on sait que ces noms-là, c'est le logiciel Pegasus qui est dessus, et on a pu retrouver tout au long de l'année 2020, notamment avec des dates très précises, prouver que Pegasus a fonctionné sur ce téléphone, Pegasus a été là au cours de toute l'année 2020. Donc, sur la question de pourquoi c'est Pegasus, on s'est basé vraiment sur toute l'analyse qu'il y a eu et les recherches passées, notamment par le Citizen Lab, par d'autres organisations sur Pegasus. Et nous, on était capable de remonter sur plusieurs choses. D'une part, des informations qui avaient été analysées
dans le code de Pegasus en 2016 qu'on a retrouvé ici, et d'autre part des domaines qu'on avait vus au Maroc et qui reliaient des informations sur le téléphone avec des domaines qu'on sait appartenir à NSO. Et à travers tout ça, on a dit, mais sans aucun doute, aujourd'hui, tout ce qu'on voit là, ça appartient à l'infrastructure de Pegasus et de NSO. Et alors, sur la question du Maroc, comment on sait que c'est le Maroc ? Si j'en crois tout ce que j'ai lu dans la presse, mais vous allez bien nous l'expliquer, l'adresse, par exemple, donc berger.o79, on l'avait déjà retrouvée dans le téléphone du journaliste marocain Omar Radi qui avait été infecté. Et puis, en fait, on la retrouve comme ça, cette adresse, dans plusieurs personnalités qui sont toutes liées de près ou de loin au Maroc parce qu'elles sont soit activistes, soit journalistes traitant de ces sujets. Alors, l'attribution d'attaque à une entité ou un État, c'est toujours un faisceau d'indices et qu'on va corroborer avec plein d'indications qui pointent toutes dans la même direction. Il y a d'une part le fait que NSO ne vend qu'à des États, c'est une information extrêmement importante, on le sait. Ensuite, techniquement, effectivement, cette adresse Berger O79, qui est une de ces adresses, quand on a fait cette analyse, on s'est aperçu qu'on se retrouvait clairement avec des profils d'un client de NSO Group et toutes les personnes qui avaient cette trace-là, c'était des personnes qui étaient en rapport de près ou de loin avec le Maroc. Donc effectivement, Lénaï Bredou, Omar Radi, Joseph Breham, on a retrouvé une autre adresse mail un peu plus tard, en 2020, où on retrouve le nom de Claude Mangin, qu'on a retrouvé sur le trace de Claude Mangin, qui est une personne dont le mari est emprisonné au Maroc, Hicham Mansouri. Et donc à travers ces profils de personnes, techniquement, on voit bien émerger des clusters de victimes par rapport à un client. Et ensuite, basé sur l'information technique, il y a eu l'excellent travail du consortium Forbidden Story qui a été remettre du contexte, qui a été croiser ses sources, qui a été faire un travail journalistique très bon, et comme le disait Louis Plenel, à comprendre le lien entre ces dates et des événements et des personnes pour retrouver vraiment un contexte général d'attaque qui pointe tout clairement dans le cas qu'on mentionne, dans la direction du Maroc. Alors, un point sur la réaction de la justice et sur le front judiciaire, si je puis dire, je le fais de façon chronologique. Léna Edoui et Mediapart, on a déposé plainte dès les révélations de Forbidden Stories et ses partenaires. Le parquet de Paris a, à la suite de ça, ouvert une enquête. Puis ont suivi les plaintes de Reporters sans frontières. Ce matin, celle du Canard enchaîné, puisque son ancienne journaliste Dominique Simoneau a elle aussi été ciblée par Pegasus. Et puis aujourd'hui, déjà il y a quelques jours, le Maroc, puisque le Maroc a massivement espionné en France, a annoncé une plainte donc, contre Forbidden Stories, contre Amnesty International et aujourd'hui contre trois médias, Le Monde, Mediapart et Radio France. Et nous avons reçu cette plainte, me semble-t-il. Oui, elle est là. Elle est arrivée juste au moment où on commençait l'émission. Ça a failli te mettre en retard. Par huissier. Bon, c'est une plainte au nom du Royaume du Maroc, représentée par son ambassadeur, l'ambassadeur du roi du Royaume du Maroc en France. C'est une plainte pour diffamation contre Mediapart. Et à partir de l'article que nous avons expliqué comment nous avions, grâce aux révélations de Forbidden Stories, c'est une plainte de communication. La prochaine échéance est le 15 octobre pour fixation. Et de toute façon, la jurisprudence est très claire. Un État ne peut pas poursuivre ici, en France, un État étranger. Et d'ailleurs, ce qui est rigolo, c'est que c'est une jurisprudence c'est une décision de justice qui l'a consacrée, cette impossibilité pour un État d'agir en diffamation. C'était l'Azerbaïdjan qui avait attaqué un de vos documentaires sur... Donc l'Azerbaïdjan qui est d'ailleurs client de NSO. C'était une enquête de Laurent Richard dans Cache Investigation. Oui, on avait obtenu l'irrecevabilité, c'est-à-dire considérer qu'un État ne peut pas exporter sa censure à l'extérieur contre un citoyen à l'étranger, en tout cas a priori en France. Une décision salutaire. Une décision très importante. Ouais. Et l'avocat, Maître Baratelli du Royaume du Maroc, veut s'attaquer à cette décision, voudrait la renverser, c'est-à-dire dire la façon dont on traite les journalistes qui dérangent au Maroc, on va l'importer en France. Donc tout ça est plutôt de la communication. C'est pas. Comment on va réagir ? On va discuter avec nos avocats parce que quand même cette communication avec quelques médias complaisants, on va peut-être pas la laisser passer si tranquillement et si facilement. Donc on va en discuter. Et de votre côté, à Forbidden Stories, cette plainte vous l'avez reçue aussi ? On l'a reçu. Il y a une date d'audiencement qui est fixée effectivement début octobre. Et puis on va voir. Nous, notre travail, il est de publier des informations. On va continuer à le faire et
avec le sérieux de l'enquête, etc. Et on n'en doute pas. Ce qu'il faut noter, c'est que NSO Group il n'y a pas de qui est mis en cause. Quand même. Il n'y a pas, là, il n'y a que le Royaume du Maroc, dans le cadre d'une communication très... Parce qu'il y a un enjeu, vous allez en parler tout ce soir, mais il y a un enjeu géopolitique de cette affaire avec une entreprise liée à l'industrie de défense israélienne et un État, Israël. Tous les cadres des NSO viennent d'une unité de l'armée israélienne, qui est une unité très spécialisée, qui est vraiment même l'unité la plus importante de l'armée israélienne dans la compétence qui est probablement l'État qui exporte aujourd'hui, qui dissémine des technologies de surveillance et d'espionnage à l'échelle mondiale. À lui seul, il a ciblé plus de 10 000 numéros sur les 50 000 révélés par cette fuite de données. Le Maroc est un gros client de NSO et un acteur clé de cette cybersurveillance. Sur ce plateau, je suis la seule que ce pays n'a pas tenté d'espionner. Tous mes invités ont ce point commun, leur travail ou leur engagement pour les droits de l'homme dérange cette monarchie dont la réputation supposée moderne, progressiste de son roi Mohamed VI cache mal, très mal, un régime autoritaire qui bâillonne les opposants et les journalistes. Avec moi ici à Paris, Lénaïque Bredou de Mediapart, toujours fidèle compagnonne de cette émission spéciale, et Rosa Moussaoui, bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Vous êtes journaliste à l'Humanité, vous êtes spécialiste du Maghreb, vous avez signé plusieurs enquêtes sur le Royaume, parfois avec notre collègue Rachida El Azouzi, notamment sur la répression qui vise le journaliste marocain Omar Radi par le régime. Hicham Mansouri, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes marocain, vous êtes journaliste et vous vivez en exil en France depuis 2016. Vous avez fui le Maroc après plusieurs mois de prison, des menaces, des agressions physiques et verbales. Et votre téléphone a été infecté 20 fois ces derniers mois. Joseph Bréham, bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Vous êtes avocat et à ce titre, vous défendez des militants sahraouis, des Marocains qui portent plainte contre le régime pour des actes de torture. Et vous aussi, vous avez été ciblé par Pegasus. Et nous sommes en ligne avec Mahati Mondjib. Bonsoir Mahati, je vous vois dans l'écran. Vous nous entendez ? Bonsoir. Bienvenue. Oui. On est ravis que vous soyez là. Vous êtes historien, vous êtes défenseur des droits humains et vous nous parlez depuis Rabat, ce qui est franchement courageux, car vous avez été emprisonné 3 mois par le régime marocain, puis libéré en avril dernier après une grève de la faim et une mobilisation nationale et internationale. Vous avez été espionné par Pegasus depuis 2018. C'est Amnesty qui vous en avait informé. À chacun, pour commencer, un mot pour dire comment vous avez réagi en apprenant que vous étiez la cible de Pegasus et du Maroc. Hicham. Personnellement, je n'étais pas surpris puisque j'ai été diffamé sur la base d'appels téléphoniques professionnels et privés que j'ai eus. Par contre, j'ai été surpris de l'étendue du phénomène. Rosa. Alors, apprendre qu'on a été exposé à une telle intrusion dans la vie privée, dans les données personnelles, c'est quelque chose d'absolument sidérant et fort désagréable, comme le rappelait Lénaïque tout à l'heure. Moi, j'ai aussi eu une réaction un peu de culpabilité vis-à-vis de mes sources, parce qu'en fait, ce sont elles qui encourent les plus grands dangers aujourd'hui au Maroc. Et puis, je suis extrêmement choquée, en fait, Agnès Calamard le rappelait, par la passivité qui règne devant un tel scandale d'espionnage, d'atteinte à la vie privée, aux données personnelles, au secret des sources des journalistes. Joseph Bréham. Deux plans de réaction. Le premier, c'est que je pense qu'il y a une ligne qui a été franchie. C'est un combat politique qu'on mène, c'est pas un combat personnel. Moi, personnellement, je me contrefiche de savoir qui est le dirigeant du Maroc, que ce soit Mohamed VI, Abdelatif Hamouchi ou n'importe qui. Je m'occupe pas de leur vie privée, ils n'ont pas à s'occuper de la mienne. Et donc, ils n'ont pas à s'occuper de mes gosses, ils n'ont pas à s'occuper de tout ça. Et le deuxième plan de réaction, c'est la professionnelle, savoir que potentiellement, alors qu'a priori, les combats qu'on mène sont des combats pour plus de liberté, donc pour plus de sécurité pour les Marocains. Savoir que potentiellement, via ça, il y a certains Marocains, certains clients qui auraient été mis en danger, voire qui ont subi des dommages. Ça, c'est mon deuxième niveau de réaction. Voilà. Mahati Mondjib, vous êtes là, vous nous entendez. Comment vous avez reçu ces révélations du projet Pegasus ? Tout d'abord, moi, j'étais informé suite à un rapport d'Amnesty International en 2019 que j'étais donc espionné et ils ont publié un rapport technique sur ça. J'étais en fait, selon ce rapport, pour la première fois espionné donc le 15 novembre 2017 et une deuxième injection
le 20 novembre donc, de la même année, la même semaine. Et quand je vois ces 5 jours-là, pendant lesquels je n'étais pas donc espionné, j'étais en Afrique du Sud. Donc, si vous voulez, j'étais espionné au Maroc juste avant mon départ et en France, parce que j'ai passé par la France, l'avion est passé par la France et on est resté donc, je crois, 3 heures à Paris, à l'aller et au retour. Donc, j'étais infecté au Maroc et pendant mon séjour en France de quelques heures, mais jamais en Afrique du Sud. Donc, il faut analyser ça. Je crois que le Maroc considère la France, la République française, comme une arrière-cour, donc il ne craignait pas. Mais quand j'étais en Afrique du Sud, et l'objectif c'était pour m'espionner, qu'est-ce que j'allais faire en Afrique du Sud, parce que le Maroc considère l'Afrique du Sud comme le premier ennemi ou le premier État hostile au Maroc, vu leur position sur donc, la question du Sahara. Et donc voilà, donc j'étais déjà au courant que j'étais donc espionné par Pegasus depuis donc 2019, mais je l'étais en fait depuis 2017, depuis mon voyage donc en Afrique du Sud. Et pour montrer que ces services-là qui m'espionnaient, les services marocains, sont très liés à certains donc médias de l'intelligence, le 360, alors que j'étais dans l'avion j'étais encore dans l'avion à l'aller. Le 360 a publié un article qui existe jusqu'à aujourd'hui sur son site. Le 360, c'est un média qui est fondé par le secrétaire particulier du roi et qui suit un groupe d'officiers de l'intelligence. On dit que j'allais vendre en fait le Sahara à l'Afrique du Sud parce que tout simplement l'Afrique du Sud soutient le Polisario. Ils ont dit exactement que j'allais en fait servir la soupe aux ennemis de l'intégrité territoriale. Comment j'ai perçu donc Pegasus? C'est pour moi, sur le plan marocain, c'est la découverte d'un charnier symbolique. Il y a plein d'hommes et de femmes assassinés, marocains je veux dire, ils sont vraiment assassinés moralement. Il y a des gens qui ne se relèveront jamais de ce charnier, qui sont assassinés moralement, parce que avant même que Pegasus le sache, parce qu'eux ils le savaient, souvent on le sait, parce qu'il y a dans la diffamation, la presse de la diffamation qui suit les services marocains, en fait, publie des informations et on sait que ça ne peut provenir que de l'iPhone ou du téléphone ou de l'ordinateur. Donc, on sait qu'on est espionné et les gens s'arrêtent totalement en général de parler, sauf quelques personnes qui continuent à lutter, etc., etc. Et je vous donne plusieurs exemples que les gens, quand ils sachent qu'ils sont espionnés, par exemple, il y a des hommes politiques très importants au Maroc. Par exemple, le chef du premier groupe parlementaire en 2016, quand il a su qu'il a été espionné, parce qu'on a publié des choses sur ça, soi-disant, ils ont dit qu'il a couché avec une femme parlementaire au Parlement. Et vous savez qui a annoncé ça? Je crois que ça ne peut exister qu'au Maroc. Qui a annoncé, qui a lancé cette campagne de diffamation contre ce chef de groupe parlementaire? C'était le chef de la Chambre des députés lui-même, qui était sans doute sous écoute, et donc il est pris, et donc les services lui ont demandé de lancer lui-même, parce que c'était un homme qui était considéré comme dangereux, politiquement parlant, électoralement parlant, et c'était 3 semaines avant les élections de 2016, qui étaient très, très, très important et décisives pour le régime. Donc le chef, tout simplement, de la Chambre des députés marocains, a réuni principalement les sites de diffamation. Il a tout simplement dit publiquement, voilà, j'ai convoqué madame la parlementaire et monsieur le parlementaire, ils ne sont pas venus parce que je les soupçonne d'avoir couché, ils sont tous les deux mariés, et ils ont couché dans le Parlement lui-même, c'est-à-dire dans le building du Parlement. Imaginez ça, ça ne peut exister même pas dans le Zimbabwe de Mugabe, parce qu'il a utilisé aussi le sexe, même pas dans l'Azerbaïdjan d'Aliyev. Je crois que ça ne peut exister qu'au Maroc. Et donc, cet homme-là, que je connaissais personnellement, que je connais toujours, d'ailleurs, il ne me dit plus bonjour, ce monsieur-là a totalement changé de camp. C'était le numéro 2 politiquement de son parti, et maintenant, il est obligé soit de se taire, soit de se mettre du côté du régime. Je peux vous donner au moins 3 4 exemples, mais je ne vais pas vous prendre trop de temps, d'hommes et femmes il y a une femme aussi, une parlementaire, ils sont obligés de changer leur opinion et de travailler donc pour le régime, ou du moins de devenir sans voix. Donc ce véritable charnier aura une date au Maroc, ça fera date au Maroc,
surtout que c'est lié à l'accord avec Israël. L'accord avec Israël qui renonce à soutenir donc les Palestiniens d'une façon décisive et historique a été très mal reçu au Maroc. Plus le Maroc, disons, confirme cette alliance stratégique avec Israël, il vient de signer un accord de sécurité donc électronique avec l'État d'Israël juste le 21 juillet, tout simplement pour confirmer son engagement avec le gouvernement extrémiste et raciste d'Israël. Et donc cela est très 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 mal reçu par les Marocains. La majorité des Marocains sont pro-palestiniens. Ils sont bien sûr pour le secret de la vie privée, etc. Et le régime n'est même pas au courant, on peut dire. Pardonnez-moi, Mathilde Moudjib, je vous coupe parce que sur le plateau, j'ai des visages qui font des expressions, qui ont envie et besoin de réagir à ce que vous dites. Rosa Moussaoui, puis Lénaïque Bredou. Oui, je voulais réagir à ce que dit Mathilde lorsqu'il parle de charnier symbolique et d'assassinat moral. Je crois que ce sont des expressions très violentes, mais elles reflètent une réalité marocaine que désormais tout le monde est contraint de regarder en face. Et je voulais simplement dire que jusqu'ici, nous étions extrêmement isolés, y compris dans le paysage de la presse française, à s'intéresser à ces réalités-là, aussi avec l'idée que nous pouvons ici mener les enquêtes, écrire les articles, faire les interviews et faire les reportages aussi, alors maintenant c'est plus le cas, mais que nos confrères au Maroc ne peuvent pas faire parce qu'ils sont sous cette menace. Et ce que nous apprend cette extraterritorialisation par le Maroc, des méthodes de répression qui se retournent déjà depuis bien longtemps contre les défenseurs des droits humains, contre les journalistes sur son propre sol, c'est que nous sommes, nous, désormais, à notre tour exposés. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement grave. Mais l'avantage, c'est qu'avec cette affaire, enfin, on nous écoute, enfin, on nous entend et on ne nous regarde pas avec des grands yeux lorsqu'on évoque les filatures, les menaces, les intimidations, etc. Parce que je voudrais... vous écrivez beaucoup sur le Maroc, vous y allez régulièrement pour votre travail. Quand vous y allez, vous êtes parfois, souvent peut-être tout le temps, suivi, surveillé, vous le voyez, vous le savez. En quoi cette surveillance-là, elle est différente ? Elle est invisible, indétectable, et donc elle est d'autant plus terrifiante et d'autant plus vertigineuse. Je crois qu'elle est aussi, elle cherche à intimider, à réduire au silence, et c'est une manière en fait c'est la méthode marocaine. Enfin, Hicham, toi, tu as parlé de la stratégie sexuelle. On essaye de piocher dans la vie privée des gens un petit élément à partir duquel on brode toute une histoire pour briser une réputation et donc réduire les gens au silence. Et c'est bien cette stratégie d'une extrême violence que le pouvoir marocain essaie aujourd'hui d'exporter hors de ses frontières. Léna. On parlait dans le premier plateau du fait qu'on voyait avec le projet Pegasus quelque chose de différent par rapport aux affaires d'espionnage précédentes, c'est-à-dire le visage de ces hommes et des femmes ordinaires en réalité qui sont visés par Pegasus et qui sont ni des chefs d'État, ni des chefs de gouvernement, etc., etc. Mais on voit aussi les conséquences concrètes. Et effectivement, pour poursuivre ce que vient de dire Rosa, dont Hicham Mansouri ou Mathilde Moudjib peuvent témoigner depuis des années, mais dans un silence français quand même assez hallucinant, à quelques exceptions près évidemment, mais quand même dans un silence généralisé, parce que quand on parle de la presse de diffamation, il faut voir ce que ça veut dire concrètement. Ça veut dire que vous brisez des gens, vous brisez des vies, effectivement, en prenant des éléments, comme vient de dire Rosa. C'est ça concrètement ce que fait l'espionnage. C'est pas juste quelque chose de théorique, c'est pas juste quelque chose de... Déjà, ça c'est très violent, savoir que vos données sont quelque part sans votre consentement, c'est déjà quelque chose de très violent, mais quand elles sont utilisées concrètement, c'est comme ça que vous humiliez des gens, c'est comme ça que vous réduisez des gens au silence. C'est cette violence-là concrète qui était déjà largement documentée, qu'on voit là sur la table avec tous les éléments chronologiques de preuves qui peut-être manquaient peut-être à certains ou à certaines pour comprendre quelle est la stratégie, l'industrie en fait de la diffamation, parce que c'est une vieille technique. Voilà, diffamer les gens pour les discréditer, c'est ce que tous les régimes autoritaires font partout, et pas que les régimes autoritaires, soit dit en passant, partout sur la planète depuis toujours. Donc c'est une vieille méthode, mais avec une arme redoutable. Hicham Mansouri, comment ne pas perdre totalement espoir ? D'abord, grâce à des médias comme vous, c'est-à-dire des enquêtes sérieuses, approfondies, parce que comme a dit Rosa, ça fait des années qu'on essaye d'éveiller
les consciences des intellectuels et des politiques français, ça n'a pas toujours été facile. Et le plus simple pour nous de convaincre les simples citoyens, entre guillemets, simples citoyens français qui sont très militants sur plusieurs causes que de convaincre des politiques. Et pour moi, c'est pas une crise ou un scandale marocain, c'est un scandale français, marocain, israélien, voire Émirats arabes unis, puisque des pays comme les Émirats arabes unis essaient d'utiliser ces moyens pour contrecarrer les vents du printemps arabe. Donc il faut contextualiser les choses qui ne datent pas d'aujourd'hui, mais qui datent d'au moins 2015. Et nous, on a eu des preuves qu'on a été espionnés depuis au moins 2015, à travers notamment les médias de diffamation. Et le silence français, il peut être expliqué en partie par cette relation qui n'est pas, à mon avis, naturelle, qui est aussi le résultat de la crise interne française et démocratique, à savoir des élites politiques qui sont là pour plus servir leurs intérêts personnels et des intérêts économiques privés. Et en face, on a une diplomatie marocaine qui comprend très bien le fonctionnement du système politique français en adaptant une diplomatie. On a parlé tout à l'heure de l'hôtel, le fameux hôtel Mamounia, à savoir une diplomatie basée sur, désolé, je ne vais pas donner des exemples, mais des choses les plus basiques, les plus biologiques, les plus instinctives qu'on peut pas faire sur le sol français et qu'on se permet de faire au Maroc. Donc c'est peut-être le moment de révéler tout ça, de contextualiser tout ça, de le vulgariser aussi aux citoyens français, parce que ça ne peut que être bénéfique à la fois pour la France, les vrais intérêts français et non pas les intérêts d'une minorité ou d'une élite, et à la fois, et c'est pas le plus important pour moi, mais en tout cas en tant que d'abord marocain, c'est très important, la question des droits humains au Maroc, puisque je pense au moins 3 de nos journalistes, des meilleurs journalistes qui sont aujourd'hui en prison, malheureusement condamnés à de longues peines. On peut les citer, Omar Radi, Souleymane Rassouni, qui est en grève de la faim depuis 112 jours et qui risque vraiment de mourir en prison, et Tawfiq Bouachrin, pour des dossiers de viol, d'espionnage, même de traite humain. Et c'est la conséquence de cette coopération, de cette relation malsaine avec l'Europe, avec Israël, avec la France, qui permet ce genre de pratique. Et donc, si j'ai un appel à faire, c'est d'abord de libérer et de se mobiliser pour libérer ces détenus politiques-là, parce qu'ils sont la victime de cette coopération, et je pense que la France est en partie responsable. Joseph Breham, Lénaïque Bredou, il y a un homme qui est central dans l'appareil sécuritaire marocain, c'est lui, Abdelatif Hamouchi, un homme puissant sur lequel vous avez tous les deux travaillé, ce qui pourrait expliquer votre ciblage. Qui est-il ? Quel a pu être son rôle dans cette opération ? Abdelatif Hamouchi. Alors, quel est son rôle précis dans l'opération ? Ça, moi, j'en sais rien. Voilà, l'enquête le dira. En revanche, qui est-il ? C'est le patron de la DGST, donc des services secrets marocains, des services a priori intérieurs, mais enfin, il semblerait faire beaucoup à l'extérieur également. C'est surtout le meilleur allié de la France. Tout le monde faisait état tout à l'heure du silence assourdissant, non ça c'est mes mots, mais de la France. Mais ce qui est absolument certain, c'est que lorsque des plaintes sont déposées contre Abdelatif Hamouchi pour torture, on l'élève. Alors je ne sais plus s'il était officier, il est devenu grand officier de la Légion d'honneur ou commandeur, grand commandeur. Je ne sais pas, je ne connais pas les termes précis, mais enfin on le décore. Lorsque les bons et loyaux services sur la lutte contre le terrorisme, on est au lendemain des attentats. Oui, enfin contextualise. En tout cas, c'est la raison officielle. C'est le prétexte donné, effectivement. Lorsque une juge d'instruction le convoque à Paris, comme on convoque des potentiels délinquants tous les jours, non seulement il n'y va pas, parce qu'évidemment lui n'a pas besoin de répondre à la justice française, mais en plus la France accepte de modifier la convention, l'accord entre la France et le Maroc pour l'entraide judiciaire. C'est pour lui offrir une porte de sortie. Oui, pour lui offrir plus qu'une porte de sortie, pour permettre l'impunité du système tortionnaire marocain, parce que c'est ça la réalité. C'est que la France, malgré pourtant des conventions internationales qui lient la France, c'est la convention contre la torture, c'est tout un tas de conventions, a accepté de limiter, spécialement pour le Maroc, sa capacité, sa compétence à enquêter pour des tortures qui ont lieu au Maroc. On ne fait pas ça pour l'Algérie, on ne fait pas ça pour Israël, on ne fait pas ça pour aucun pays,
sauf le Maroc. Pourquoi ? Alors on parle de la Mamounia, il y a peut-être d'autres raisons secrètes, je ne sais pas, peut-être qu'il y a des valises qui passent de Rabat à Paris et qui ont financé tel ou tel parti, peut-être que c'est simplement le fait qu'il y ait beaucoup d'hommes et de femmes politiques français qui sont nés à Rabat, je ne sais pas. Qui aiment aller en vacances. Voilà. En l'occurrence, c'était une décision, mais qui était faite sous François Hollande, donc le quinquennat précédent, qui s'inscrivait, alors qui s'est totalement inscrit dans une continuité depuis des décennies. Parfait. Voilà, d'Hassan II à Mohamed VI, de fait, les rois ont changé, les présidents français ont changé. Une chose n'a pas changé, la relation étatique, parce que il ne s'agit pas de parler des relations entre les pays ou même les populations, ça c'est tout à fait autre chose, mais les relations diplomatiques, économiques, d'intérêt partagé entre l'État français et le Royaume du Maroc, se repose sur une stabilité très forte qui, de président de droite à un président socialiste, ne change absolument pas, parce que cet exemple-là, qui est franchement un scandale, et alors c'est pareil, à l'époque, vraiment, les voix qui se sont élevées sur ce sujet, pourtant nombreuses, y compris dans les instances officielles du Premier ministre, c'est-à-dire par exemple la CNCDH, ou des juristes imminents, et évidemment les défenseurs des droits humains au Maroc ou en France, se sont élevés contre cet accord de coopération judiciaire qui fait effectivement, comme vient de le dire Joseph Brem, que par exemple la France doit prioritairement informer le Maroc quand une plainte est déposée contre un dirigeant marocain. Il faut imaginer ce que ça veut dire. C'est absolument sidérant. Et donc c'est à la suite justement de 1 an de brouille diplomatique, de gel de coopération entre les deux pays, 1 an pour cette convocation d'Abdelatif Hamouchi par la justice française, qu'à la suite de ça, cet accord a été signé et qu'il a été élevé dans le grade de la Légion d'honneur, Abdelatif Hamouchi. Donc c'était vraiment une cérémonie où la France a montré au Maroc jusqu'au bout, au Royaume du Maroc, à quel point elle se mettait exactement. Peut-être juste un élément là-dessus. Je crois qu'on se confronte aussi à des intérêts enchevêtrés entre des grandes entreprises françaises et la monarchie marocaine et la famille royale. Omar Adil enquêtait là-dessus aussi, entre autres. Et je voudrais simplement dire que la surveillance numérique au Maroc, elle n'a pas commencé avec Pegasus. Elle a commencé bien avant le mouvement du 20 février 2011, lorsque le peuple marocain, la jeunesse marocaine se sont soulevés. Elle s'est beaucoup durcie à ce moment-là parce que le régime a cherché à contrecarrer toute cette génération qui maîtrisait parfaitement les réseaux sociaux et ces nouvelles formes de mobilisation. Et elle s'est beaucoup durcie au moment du boycott de Danone, lorsque un boycott de Danone l'appel était lancé sur les réseaux sociaux et il est devenu complètement immaîtrisable, il a pris une proportion incroyable et là il y a eu un durcissement encore de la surveillance numérique. Mahatim Manjib, vous suivez nos discussions ici en plateau, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose ? Je fais une remarque, c'est que peut-être que les techniciens israéliens aident certains clients à utiliser et peut-être même à accepter ou ne pas accepter certaines cibles. Parce que je remarque, pour le Maroc, par exemple, quand j'ai été espionné donc, de 2017 à 2019, Jerusalem Post, qui est très proche du gouvernement extrémiste de Netanyahou à l'époque, a dit, mais Mahatim Manjib, même si on l'espionne, il a quelque chose à se reprocher. C'était un peu plus fort parce que c'est en anglais, mais je peux le traduire comme ça. Voilà. Et aussi, je remarque que le seul dirigeant américain qui a été potentiellement donc, espionné par NSO via le Maroc, c'est Robert Malley. Et Robert Malley, on sait que c'est l'un des très rares dirigeants, ou disons membres de l'élite de Washington, qui est considéré comme contre la politique d'expansion d'Israël, et même ouvertement. D'ailleurs, il était le seul dirigeant américain qui avait dit qu'en 1998, c'était le gouvernement israélien qui a fait échouer les négociations avec Arafat, alors que Clinton, son chef, parce qu'à l'époque, il était chargé de mission auprès du président donc, Clinton, et il avait dit dans le New York Times aux Books que c'était vraiment... Et là, moi, je l'ai rencontré en 2009, je lui ai dit comment ça se fait, vous avez une carrière aux États-Unis politique, comment ça se fait vous critiquez donc Israël, et il m'a dit je ne suis pas intéressé par une carrière politique, mais maintenant, il a été espionné parce qu'il a été nommé. Donc jusqu'à 2021, il n'avait pas fait de politique, mais il a été nommé pour suivre l'affaire iranienne donc au sein du gouvernement Biden. Donc je pense que des techniciens israéliens et même peut-être des politiques participent à choisir les cibles, parce qu'il y a eu cette révélation, si on peut dire, du Washington Post, de Jerusalem Post,
pour dire qu'on peut donc espionner les gens qui ont des choses à se reprocher du côté, si vous voulez, israélien. Voilà. Donc pour le Maroc, en fait, ça montre aussi que ce n'est plus les politiques qui gouvernent, mais c'est les quelques officiers de sécurité. Par exemple, moi, quand j'étais libéré après ma grève de la faim, c'est pas le juge qui a décidé. Le juge, pendant une demi-heure, il n'était même pas au courant. L'un des avocats lui avait téléphoné quand il a vu, quand ça a été publié par la presse donc des services que j'allais être libéré, et il avait dit non, c'est pas moi, je suis pas au courant. Peut-être qu'il est libéré, mais c'est le juge qui devait me libérer. Et donc c'était carrément 4 policiers qui sont venus, dont 2 sont membres de la police politique, et qui d'ailleurs qui ont négocié d'une certaine façon, parce qu'au début ils m'ont dit on vient vous libérer, est-ce que vous rompez le jeûne? Je leur ai dit oui, si c'est sûr que vous me libérez, oui, donc j'arrête ma grève de la faim. Et en fait, dès que j'ai vu le lait qu'ils m'ont apporté chaud, ils m'ont dit mais on va vous retirer vos passeports. Pour vous dire comment, en espionnant les gens, on connaît même leur psychologie. Parce qu'ils savaient que je n'allais pas refuser de donner le passeport français, parce que je me considère aussi patriote marocain. Et donc, voilà, j'ai donné les 2 passeports. Et ils m'ont dit, mais ne craignez rien, parce qu'ils avaient peur que j'hésite, que je dis non. Parce que de toute façon, la décision était prise que je sois libéré inconditionnellement. Mais la police politique, ils sont très malins et ils croient servir le régime en négociant même les dernières minutes d'une action politique, disons, positive du régime, parce que c'est le régime qui avait décidé, pas la police politique, disons, c'est pas eux qui font tout quand même, parce qu'ils sont au service du régime, mais ils facilitent, disons, la décision et ils participent à la décision. Et donc, voilà, ils ont négocié jusqu'à la corde, si vous voulez dire, si on peut dire. Et voilà, même et d'autres, il y a eu d'autres concessions aussi. Oui. Et donc, voilà, donc j'étais obligé. Du pouvoir, encore une fois, pardon, je vous coupe, c'est pas simple quand vous n'êtes ne pas en plateau, Mahaty Mondji, mais preuve effectivement de la toute-puissance de la police politique au Maroc. Un petit mot peut-être, oui, Rosa, pour rebondir. Simplement pour dire que si l'État marocain a franchi une telle ligne rouge en faisant espionner ou en désignant comme cible des personnalités françaises, c'est qu'en fait il s'est senti autorisé à le faire. Et je voudrais simplement évoquer une scène. Ça se passe en 2017 dans le Rif. Un extraordinaire soulèvement populaire se prolonge depuis des mois pour demander des services publics, des conditions de vie dignes du travail, un soulèvement pacifique, complètement incroyable. Et là, une très violente répression s'abat sur les révoltés du Rif. Et Emmanuel Macron se rend à Rabat pour un dîner privé avec le roi du Maroc, et il ressort de ce dîner privé, il se mue en porte-parole du palais en expliquant qu'il n'y a pas de répression. Et très exactement au même moment, des dizaines de manifestants, de militants du RIF sont jetés en prison. Et je voudrais simplement citer, on a cité Omar Hadi, Raïsouni, Bouachrin, je voudrais citer le nom de Nasser Zafzafi, qui était le porte-voix des révoltés du RIF et qui purge actuellement dans des conditions atroces une peine de 20 ans de prison. Il a été torturé, il a été soumis à des traitements inhumains et dégradants, et je crois que son cas illustre aussi la violence de ce régime autoritaire. Alors le Maroc nie tout en bloc et annonce toute une série de plaintes dont on a parlé contre Forbidden Stories, Amnesty, contre des médias qui ont fait ces révélations et contre Mediapart. D'ailleurs, est-ce que ces téléphones ont été saisis pour être analysés, est-ce qu'ils ont été transmis ? Alors, officiellement, les investigations sont en cours. Plusieurs ministres que ma collègue de Mediapart, Hélène Salvi, a eu au téléphone ces derniers temps, disaient que leur téléphone n'avait toujours pas été saisi pour analyse. Donc on attend. Et par ailleurs, dans une confidence du journal du dimanche, dimanche dernier, on apprenait de la bouche du coordinateur national au renseignement, Laurent Nunez, qu'on n'était pas certain d'avoir le résultat des investigations concernant le président Macron au nom du secret défense, évidemment. Mais juste, en entendant Maître Baratelli et les ministres du gouvernement et le Premier ministre s'exprimer à l'instant,
fait évidemment penser à une autre figure du gouvernement qui fut avocat, qui est aujourd'hui ministre et qui est garde des Sceaux, et qui n'était pas n'importe quel avocat, puisqu'il a été avocat du roi du Maroc et du royaume marocain, qui est donc Éric Dupond-Moretti. Et pour moi, c'est tout à fait le symbole de cet entremêlement d'intérêts croisés, économiques, politiques, aussi dans le milieu culturel qu'on retrouve partout, du soft power marocain, qui s'est effectivement installé au cœur des élites françaises, il faut quand même le dire, et jusqu'au gouvernement, puisque aujourd'hui on a quand même un garde des Sceaux qui a été l'avocat du roi du Maroc. Pour moi, c'est le symbole parfait de ce dont on est en train de parler. Il a annoncé, son cabinet a annoncé qu'il se déportait de ce dossier, comme tous les dossiers qui avaient trait à son passé. Mais bon, le symbole est quand même extrêmement fort. Oui, et la faible réaction politique est à l'image des relations entre la France et le régime marocain, compromises. René, à quel point NSO est un instrument de diplomatie et de soft power pour Israël ? NSO a la chance, l'habileté, ou la force, ou les trois, d'être l'entreprise privée israélienne la plus étroitement liée au pouvoir politique israélien et à l'armée israélienne, pour deux raisons majeures. D'abord parce qu'elle fabrique des procédés d'écoute, dont on vient de parler, qu'Israël utilise comme monnaie d'échange dans ses relations diplomatiques, notamment avec les pays arabes. C'est pas par hasard si les pays arabes qui ont été équipés du procédé Pegasus sont ceux qui ont signé les accords qu'on appelle les accords d'Abraham avec Israël. Deuxièmement, parce que NSO travaille de façon très étroite avec une unité de l'armée israélienne qui s'appelle l'unité 8200, qui est une unité spécialisée dans le renseignement électronique, qui a la chance, elle, d'avoir à peu près entre 5 000 et 10 000 soldats, qui sont des chercheurs, pour certains d'entre eux, qui sont des très bons utilisateurs de l'Internet, qui sont des très bons pratiquants de l'informatique, qui sont des très bons ingénieurs, et qui font progresser cette industrie quand ils sont dans le privé et quand ils sont dans le public de la même façon. Et ils passent de façon très rapide de l'un à l'autre. On peut même dire que l'unité 8200 de l'armée est une espèce de pompe à ingénieurs pour alimenter NSO. C'est-à-dire que NSO a beau être une société de droit privé, son réseau se confond avec celui de l'armée israélienne. Complètement, à la fois d'un point de vue technique, parce que tous les ingénieurs, ou la quasi-totalité des ingénieurs viennent de cette unité, et l'autre aspect, c'est que dans les postes de cadre, il y a énormément d'anciens de l'armée israélienne et des services de renseignement, parce que ça permet d'ouvrir des portes, ils connaissent leurs homologues dans les pays potentiellement clients. Il y a un fonctionnement en osmose avec le pouvoir israélien qui, du reste, valide ou non chaque vente de NSO Group à l'étranger. C'est-à-dire que NSO doit avoir une licence d'exportation donnée par le gouvernement israélien pour pouvoir exporter à des pays. Le ministère de la Défense, à chaque nouvelle vente de NSO, doit la valider en fonction de critères qu'on ne connaît pas. C'est un processus extrêmement secret. Je crois d'ailleurs que la justice israélienne vient de dire que cela échappait même au contrôle parlementaire en Israël. Donc on est vraiment sur un processus extrêmement secret. Et le ministère, c'est lui qui décide où NSO peut ou non vendre. En fait, c'est un processus de vente, comme un processus de vente d'armes classique, hyper secret. Ce sont des armes numériques, mais c'est le même processus hyper secret. Absolument. D'ailleurs, ce que je trouve extraordinaire dans cette histoire de NSO et de l'armée israélienne, c'est que aujourd'hui, un représentant du gouvernement israélien est venu à Paris pour discuter avec le gouvernement français de cette affaire de Pegasus. On aurait pu imaginer que pour en parler, ce soit le ministre des Affaires étrangères ou le ministre des Affaires technologiques ou le ministre du Commerce extérieur, par exemple. Ben non, c'est le ministre de la Défense. Comment se fait-il que ce soit le ministre de la Défense qui vienne discuter avec le gouvernement français des dégâts de Pegasus? C'est bien dire l'intimité, pour dire un mot faible, qui existe en Israël entre l'armée, le gouvernement et cette entreprise privée, NSO, et d'autres, parce qu'il n'y a pas qu'NSO. Bien sûr que non. Que sait NSO de l'utilisation de Pegasus par ses clients? Alors, officiellement et officieusement et je pense que c'est le cas dans la plupart des cas, NSO ne voit pas ce que fait son client. C'est normal, vous ne pouvez pas aller voir un service de renseignement et lui dire « alors je vous vends un outil d'espionnage, mais je vais regarder par-dessus votre épaule et regarder toutes les cibles que vous sélectionnez dans votre outil ». C'est pas réaliste, ils ne pourraient pas vendre leur solution. Donc, officiellement, ils ne voient rien. Ils disent que c'est lorsque une enquête est ouverte qu'ils peuvent se procurer des données.
On ne sait pas si il y a On a entendu des listes. Voilà, et on ne sait pas quelles sont-elles. On ne sait pas s'ils ont des moyens de vérifier qu'elles n'ont pas été altérées. On ne sait pas exactement quel est ce processus d'audit, d'enquête qui a lieu. Et ça, c'est uniquement quand il y a des plaintes. Donc, concrètement, mais techniquement, ils ont les moyens d'avoir des informations sur le ciblage. Pas en temps réel, uniquement lorsqu'ils le décident. Alors, oui, mais quelque part, sur des serveurs, absolument. Il y a en tout cas, c'est leur ligne de défense, c'est de dire, nous, on vend un logiciel qui est ensuite utilisé par nos clients et on n'est pas responsable de l'espionnage des journalistes, des activistes, etc. C'est crédible ? Moi, je pense que c'est crédible parce que ça correspond à leur business model. Ils ne peuvent pas aller voir un service de renseignement en disant on saura tout ce que vous faites. Après, c'est l'osmose, la proximité avec l'État israélien fait que probablement il y a peut-être des échanges d'informations. Ils l'ont toujours nié, ils ont toujours dit opérer de manière totalement indépendante. Mais je pense que vraiment, ils ne voient pas ce qui se passe en temps réel. Maintenant, quand on vend, et c'était l'éditorial de mon journal, quand on vend un logiciel espion à l'Azerbaïdjan, qu'on voit ou pas ce qu'ils font avec l'outil, on sait que ça va être détourné de son usage. Et en ça, Israël se rend d'une certaine manière, je ne sais pas si le mot est complice, mais en tout cas valide le fait de vendre cette arme numérique redoutable à un État qui n'est pas un État démocratique et où les droits de l'homme sont respectés. C'est vrai. Il suffit de regarder la liste des pays à qui les Israéliens ont vendu cette arme pour se rendre compte qu'ils ne sont pas très regardants, disons, sur les questions de droits de l'homme, sur les questions de la démocratie. Aucun des acheteurs de NSO du Pegasus n'est un pays particulièrement respectable. Donc, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'Israël n'est pas très, disons, regardant. D'autre part, moi, j'ai un petit doute sur l'aptitude d'Israël à savoir ce qui se passe quand un NSO est installé. Je serais très étonné qu'un pays qui est dans des rapports si compliqués avec les pays arabes ne profite pas de la présence de son système d'espionnage dans les réseaux téléphoniques des pays arabes pour ne pas s'en servir. C'est une hypothèse. C'est une hypothèse. Que tu formules. Oui, que je formule. Non. C'est possible. En tout cas, c'est par exemple une des raisons pour lesquelles la France n'est pas cliente de Pegasus. Parce que... pour quelle raison la France n'est pas cliente ? Parce que, alors il y a la réputation sulfureuse de l'entreprise qui ne date pas de nos révélations, mais c'est la possibilité non nulle que Israël, le gouvernement d'Israël, ait accès d'une manière ou d'une autre aux informations collectées par Pegasus. Même si c'est pas en temps réel. Même si c'est pas en temps réel. Voilà, ça c'est valable pour NSO, c'est valable pour d'autres outils. Un service de renseignement français, il veut faire des choses qu'il maîtrise totalement avec son propre outil, son propre système, pour être certain que les Israéliens, dans le cas de NSO, mais d'autres systèmes d'écoute qui pourraient être vendus par les Américains ou autres, soient bien maîtrisés et pas ne permettent pas à d'autres pays de regarder par-dessus leur... Je pense que le résultat est positif.